7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. La France est submergée par le narcotrafic avec l'inflation simultanée de l'offre et de la demande de drogue. Villes comme campagnes sont concernées par ce phénomène qui touche désormais toutes les franges de la société, avec pour conséquence une violence exacerbée. La récente attaque du fourgon pénitentiaire de Mohamed Amra, dit La Mouche, montre l'ampleur incontrôlable que prend le narcotrafic, tandis que le fugitif se révèle en être un acteur. Les narcotrafiquants se font de véritables chefs d'entreprise en France, avec un chiffre d'affaires annuel de narcotrafic estimé entre 3 et 6 milliards d'euros. Une commission d'enquête du Sénat, créée en novembre 2023, vient de publier mardi les conclusions du rapport sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec le sénateur Étienne Blanc. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes sénateur LR du Rhône, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le trafic de drogue. Jamais la drogue n'a été aussi répandue dans le monde et son trafic connaît un tel essor à cause de nouvelles techniques de production toujours plus modernes et sophistiquées. Étienne Blanc, quel type de drogue et de nouveaux produits sont concernés ? Tous les produits sont concernés. On connaît une augmentation de la production de cannabis en Afrique du Nord, une augmentation de cocaïne dans les pays d'Amérique du Sud, la Colombie et les pays voisins. Et on connaît une augmentation de la culture du pavot, même s'il est interdit, dans les régions d'Afghanistan. Et puis surtout, on voit arriver maintenant les drogues de synthèse, particulièrement le fentanyl. Les molécules sont produites pour l'essentiel en Chine et exportées de Chine avec un soutien très fort du gouvernement chinois. Est-ce qu'on a vu le phénomène venir en France ou est-ce qu'on s'y est pris un peu trop tard ? Je pense que le phénomène, il est connu. On n'a peut-être pas pris la mesure complète. Parce que dans notre commission d'enquête, ce que nous avons constaté, c'est qu'on manque de moyens. On manque d'abord de moyens matériels pour lutter, et notamment quand il s'agit sur l'océan de capter une partie du trafic. Et on fait de très très belles saisies dans le golfe de Guinée. Mais par rapport à ce qui est produit, ça reste dérisoire. Il y a des quantités énormes qui arrivent dans les ports européens. Donc on a besoin de moyens matériels. On a besoin de moyens de suivi. Ce sont des moyens très modernes, des moyens d'écoute. Les douanes, les policiers pour leurs enquêtes, on a besoin de moyens d'investigation, mais on a aussi besoin de moyens juridiques qui aujourd'hui nous font défaut. Oui. On a constaté que les Italiens, par exemple, quand il s'est agi de lutter contre la mafia, avaient utilisé des moyens qui n'étaient pas dans leur code de pénal et dans leur code de procédure pénale avant les grands phénomènes mafieux. C'est par exemple le système des retentis, c'est par exemple le système des indicateurs rémunérés qui peuvent pénétrer des réseaux. C'est toute une série de systèmes juridiques qui permettent de mieux réprimer. Alors, il y a le trafic de drogue, il y a aussi les méthodes utilisées pour blanchir l'argent du trafic de drogue. Ça se passe comment ? Quels sont les procédés ? C'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement sophistiqué parce que ça part des procédés les plus anciens pour aboutir aux procédés les plus modernes. Quand je parle des procédés les plus modernes, c'est notamment les crypto-monnaies. Faire rentrer des masses d'argent considérables dans la blockchain et ensuite réussir à blanchir. Et puis, c'est des procédés très anciens. C'est la voilà qui consiste à compenser, en fait. On récolte de l'argent dans un pays, on se fait payer en nature dans un autre pays, puis ensuite l'argent est blanchi. Alors, blanchi comment ? On constate que une grande partie de cet argent rentre dans l'économie légale, mais qu'elle va y rentrer illégalement. Je m'explique. On a en France aujourd'hui un développement important du travail au noir. Pour payer au noir, et ça concerne les bâtiments, ça concerne l'hôtellerie, il faut avoir des espèces. Donc l'argent de la drogue est remis à une entreprise qui, elle, ensuite, va la distribuer dans le cadre de contrats qui sont des contrats qui ne sont pas déclarés. Et c'est une méthode de blanchiment qui est une méthode aujourd'hui particulièrement efficace. C'est le blanchiment aussi par l'acquisition de fonds de commerce qui ont des activités fictives. Et ces activités fictives permettent ensuite de dégager des biens matériels réels. Vous parliez de manque de moyens à l'instant. Ça fait forcément penser aussi à l'attaque du fourgon. Là, il y avait un manque de moyens considérable. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est incapable de mesurer la dangerosité du narcotrafic, des narcotrafiquants, de ce monde en fait ? Je pense qu'on est en train de la mesurer. Enfin, nous avons travaillé sur les années 2022 et 2023, notamment à Marseille. C'est plus de 200 morts qui ont été assassinés dans des conditions absolument épouvantables, une violence inégalée. Et là, je pense que le gouvernement, de manière générale en Europe, ces grands réseaux de narcotrafiquants qui ont de l'ordre, les gouvernements européens
prennent la mesure. Aujourd'hui, l'Europe, d'ailleurs, prend un certain nombre de mesures, des directives qui concernent le blanchiment. Non, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a toujours un coup de retard. Ces narcotrafiquants, ils sont particulièrement performants sur le plan technique. Ouais. Et ils sont très efficaces, ils sont très organisés, et ils s'entendent entre eux. Et vous l'avez dit dans votre présentation, ils créent aujourd'hui des entreprises. Ils sont des entreprises très efficaces et ces entreprises, ils la protègent avec la violence. Donc on ne peut pas en sortir quand on est dans le réseau. C'est ça d'ailleurs qu'il faut dire et qu'il faut expliquer. Quand on met le doigt dans ce réseau, on ne peut plus s'en extraire. Ouais. Alors si le gouvernement prend la mesure, mais on a un coup de retard. Ouais. Alors l'extension du trafic de stupéfiants concerne les mafias étrangères, vous en parliez, mais aussi des groupes français structurés avec des trafiquants très mobiles qui s'internationalisent. Est-ce qu'il existe des liens entre ces réseaux ? Est-ce qu'ils agissent de la même manière ? Alors, c'est difficile de le mesurer précisément, mais on a arrêté en France des réseaux colombiens, on a arrêté en France des réseaux des Balkans, des réseaux italiens, bien sûr, et entre eux, ils coopèrent. Mais entre eux aussi, ils sont la guerre. Ouais. C'est une des grandes raisons de l'augmentation de la criminalité et des crimes de sang. Parce qu'ils cherchent à récupérer une partie du marché. Ici, c'est une place de deal. Ici, on cherche à capter le résultat du trafic du concurrent, à le voler, en fait. On veut voler le produit, mais on veut aussi voler l'argent. Donc, il y a une véritable guerre entre eux, qui est une guerre des gangs extrêmement violente. Les lieux les territoires où prospère le plus ce narcotrafic, est-ce qu'on peut dire que ce sont les Outre-mer ? Alors, il y a deux phénomènes. D'abord, autour des ports, parce que la cocaïne, notamment, elle arrive par les grands ports français, par Le Havre, par Marseille, par des grands ports. Ouais. Le trafic de conteneurs est absolument gigantesque. Et on arrive à en surveiller, en provenance de l'Amérique du Sud, 10%. Et les conteneurs dans le monde, on en surveille à peine 2%. Donc là, il faut faire un travail colossal, acheter des scanners. Il faut développer une surveillance des ports avec des moyens technologiques modernes. Mais pour les Outre-mer, c'est quelque chose de très particulier. L'Europe se protège. Sur les ports, on fait attention, on surveille les mers, les océans, etc. Le problème, c'est que la drogue et les réseaux, ils sont encalaminés, si on peut dire, en Outre-mer. Pardon. Donc on a un développement de la criminalité en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, parce qu'elle se base ici pour ensuite chercher à pénétrer le continent européen. Mais quand elle est là-bas, elle est d'une violence inouïe. Donc les crimes de sang en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe se développent, une violence, beaucoup d'armes, et puis des quantités de drogue très importantes qui suscitent les convoitises, donc la violence. Il y a une opération qui est en cours depuis plusieurs années en Guyane, non ? Pour lutter contre le narcotrafic. Mais on a l'impression que c'est interminable. D'abord parce que c'est un territoire qui est très très difficile à surveiller. Et puis ensuite, il faut des moyens absolument considérables. Et c'est la conclusion de notre rapport. Et il faut aussi beaucoup de coopération internationale. Ce sont des régions sur lesquelles, évidemment, les États-Unis, mais aussi tous les pays voisins qui font partie de conventions. On a des conventions qui sont des conventions particulièrement efficaces, mais tous les moyens ne sont pas au même niveau. La France fait ce qu'elle peut, mais on peut dire aujourd'hui, on peut écrire aujourd'hui, sans se tromper, que ces moyens ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Et quelle sera la suite de cette commission ? Maintenant, Alors, c'est toujours la grande inquiétude pour les parlementaires qui font un travail particulièrement poussé pendant plusieurs mois. Et puis après, donc nous avons rencontré le garde des Sceaux, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur, nous avons proposé 35 mesures, qui sont des mesures puissantes. Je vais parler des mesures juridiques, on peut parler aussi de l'organisation, un procureur général dédié au narcotrafic. Et donc ces mesures, on les présente au gouvernement, et puis on va voir si le gouvernement réagit, s'il puise un certain nombre de propositions, et nous sommes prêts à déposer une proposition de loi complète. Vous savez, ce sont des sujets sur lesquels il faut avoir une vision globale. Il faut partir du consommateur jusqu'à la tête de réseau. Et l'avantage d'un texte dédié à cette question, ce serait d'apporter une réponse globale à un sujet qui est extrêmement compliqué. Petite question parallèle, est-ce que cette commission a établi un lien entre un narcotrafic en explosion et la montée de la violence en général en France ? Bien sûr, bien sûr, parce que la violence, c'est le système qui permet de protéger l'entreprise.
Et le cas le plus connu, le plus avéré, c'est ce jeune qui est dans un quartier. Souvent, il est dans une famille monoparentale, il ne va plus à l'école. Et un jour, on lui propose 100 euros pour aller surveiller un point de deal, pour aller siffler quand les forces de police approchent, ou parfois pour transporter de l'argent ou transporter des produits stupéfiants. À partir du moment où il rentre dans le réseau, il ne peut plus en sortir, parce que les organisateurs vont le menacer. On a vu, on a su que sur des vidéos, on a filmé en direct un adolescent brûlé vif au chalumeau, un autre qui a été démembré, et la vidéo a été transmise aux parents. Donc c'est une violence. Tout ça, c'est en France ? Bien sûr, et c'est à Marseille, et c'est une violence pour faire peur. Et quand ensuite ces vidéos circulent, l'ensemble du réseau ne peut plus bouger, il est absolument terrorisé. Et nous avons eu des mères de famille qui ont poussé un cri pour nous dire « mais sortez mes gosses de là, mon gosse est prêt à sortir ». Mais il faut, alors on peut proposer de déménager. Je vois David Lisnard, qui travaille beaucoup sur les questions d'autorité, sur les questions d'ordre, propose qu'il y ait des internats. Ces gosses, ils ont mis le doigt dans un réseau, il faut ensuite les en sortir, les récupérer, et la proposition, par exemple, d'internat, c'est une bonne solution, mais il faut les éloigner quand les faits sont produits à Marseille, il faut les éloigner de Marseille. Donc il faut des moyens considérables, il faut associer, bien sûr, des mesures éducatives et des mesures répressives. Il faut un plan, voilà, mais un plan très construit, très puissant, et surtout largement financé, parce que le risque pour notre pays, on ne peut pas le dire aujourd'hui et l'écrire en disant ça y est, c'est arrivé, mais le risque, c'est de s'approcher des critères d'un narco-État, c'est-à-dire de réseaux de trafiquants si puissants qui peuvent infiltrer l'État, ils peuvent corrompre, et puis par la violence, ils peuvent terroriser. Vous savez, quand on dit ça, on ne se trompe pas trop, parce que c'est arrivé en Hollande, où des membres du gouvernement, en Belgique, le ministre de la Justice, a été personnellement menacé par les réseaux de narcotrafiquants. Oui. L'opération PlaceNet XXL, Étienne Blanc, c'est une opération pour rien ? C'est bidon ? Non, on ne peut pas dire que c'est pour rien, parce que quand vous habitez dans un quartier, qu'en bas de chez vous, vous avez un point de deal, vous êtes très, très content de constater qu'il est évacué. Après, vous pouvez circuler, vos enfants peuvent jouer dans la rue, vous n'êtes pas agressé quand vous montez votre cage d'escalier. C'est des opérations d'ordre public. Vous réglez un problème sur le domaine public. Pas la mesure. En revanche, vous ne remontez pas aux têtes de réseau et vous ne faites pas tomber, ou marginalement, des réseaux puissants. Étienne Blanc, vous avez pu rencontrer le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui affirmait que si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce qu'il y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, quelques gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Voilà, c'était sur BFM TV le 20 mars. Pour lui, la lutte contre le trafic de drogue est l'affaire de tous. Pensez-vous qu'avec de telles déclarations et perspectives, le gouvernement s'attaque réellement aux racines du problème du narcotrafic ou bien se trompe de cible ? Je pense que le garde des Sceaux a raison. C'est un peu comme en matière de vol. Si vous n'avez pas de receleur, vous n'avez pas de voleur. Si vous n'avez pas de consommateur, vous n'avez pas de trafic. Et ça pose une question beaucoup plus large à notre société. Est-ce qu'on n'a pas été permissif sur ces sujets-là ? Dans le monde culturel, par exemple, écoutez, fumer un peu de cannabis, c'est dans les mœurs. Dans notre littérature, c'est un peu dans les mœurs. Dans le cinéma, c'est un peu dans les mœurs. Je ne sais rien en disant cela. On a laissé faire, on a été extrêmement tolérant, et une société qui accepte cela, elle s'expose, parce que la consommation de produits stupéfiants, ensuite, elle se répand, et c'est ce qui est en train de se passer. Et on se pose la question, on dit, mais tiens, c'est bizarre, maintenant, il y a du trafic de stupéfiants dans les campagnes, dans les petites villes de France, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des consommateurs partout. Donc les narcotrafiquants, ils amènent le produit partout, y compris dans les petits villages de France. Donc, on a laissé faire, on l'a un peu accepté. Les soirées où on fait tourner un pétard, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, alors que ça n'est pas anodin du tout. Ça commence comme cela, et ensuite... on ne pense pas participer à un réseau
Enfin bref, écoutez, merci beaucoup Étienne Blanc. Je rappelle que vous êtes sénateur LR du Rhône, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le trafic de drogue. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer le contenu de ce rapport et à très bientôt sur notre antenne.